Au cœur du continent africain, là où la chaleur plie la terre et où la poussière s'élève comme un soupir du passé, s'étend un royaume immense, sans roi ni frontières, mais régi par une seule loi, la survie. C'est la savane, une mer de prairies jaunes qui ondule sous le vent, où le soleil brûle sans pitié et où l'ombre n'est pas toujours synonyme d'abri. Ici, la miséricorde n'existe pas. La vie n'est pas un droit, c'est une conquête quotidienne. Dans ces plaines ouvertes, le temps se mesure en pas, en regards, en battements. Chaque jour commence avec la promesse de la mort. Et chaque nuit tombe sur des corps qui ne courent plus, haletants et craintifs, dans l'attente d'un autre jour pour tromper encore la mort. Le chasseur guette, la proie fuit, et entre eux se tisse le cycle éternel de la faim et de la peur. Rien n'est garanti. Le plus fort peut tomber à cause d'une blessure mal soignée. Le plus rapide peut manquer un saut. Le plus rusé peut être pris en embuscade. Et le plus faible atteint rarement la nuit suivante. Ici, chaque être vivant est à la fois bourreau et condamné. La savane n'est pas un paradis. Ce n'est pas non plus un enfer. Elle est simplement ce qu'elle est, le dernier vestige d'un monde régi par l'instinct, par le corps, par le sang. Bienvenue dans un endroit où seuls les plus aptes survivent. Au milieu de cet équilibre fragile, certains prédateurs ont appris à survivre en exploitant les erreurs des autres. Les hyènes, spécialistes dans cet art, patrouillent les plaines ouvertes à la recherche du moindre signe de faiblesse. Toujours aux aguets, elles rôdent en groupe, prennent leur cible de flanc et attendent l'erreur, le faux pas, la fracture. Leur force réside dans la mâchoire, une pression capable de briser de longs os et d'écraser des crânes sans difficulté. Elles ne chassent pas par impulsion, elles le font avec calcul. Mais elles ont une limite, la vitesse. Elles ne sont pas assez rapides pour atteindre leurs proies les plus agiles, et cela les oblige à dépendre de l'épuisement, de l'encerclement, de la faute adverse. Dans la savane, cette limitation devient le facteur qui décide du destin d'une poursuite. Lorsque les antilopes détectent la menace, elles n'hésitent pas. Elles courent avec une précision affinée par des générations de fuites. Elles sont l'espèce la plus abondante de ces terres ouvertes, et chaque individu est un corps conçu pour s'échapper. Elles le font avec de longues foulées, des tours imprévisibles, une synchronie entre vue, ouïe et muscles qui défient la traque la plus méticuleuse. Face à une famille de hyènes, un groupe d'antilopes prend la fuite. Il n'y a ni désordre ni panique, seulement l'urgence. Et dans cette urgence, la majorité parvient à s'échapper. Les hyènes acceptent l'échec et se replient pour attendre une autre chasse fructueuse. L'échec d'aujourd'hui deviendra succès demain. Pour les antilopes, le succès se confond avec leur objectif, survivre et perpétuer l'espèce, avec un petit à l'abri. Né il y a à peine quelques heures, il tient déjà sur ses pattes fines et vacillantes. Chaque jour qui passe est un investissement dans la machinerie biologique qui le maintiendra en vie. À chaque journée surmontée, son corps incorpore des améliorations subtiles mais décisives. Dans ses membres postérieurs se développent des proportions qui favorisent l'impulsion et la stabilité dans la course. C'est un processus silencieux, continu, ininterrompu. Il n'y a aucune pause dans sa croissance, car s'arrêter reviendrait à inviter la mort. Chaque tentative manquée du prédateur renforce le poursuivi. Chaque attaque qui ne se termine pas dans le sang laisse en conséquence un corps plus préparé pour le jour suivant. Les hyènes le savent, même si elles ne peuvent le nommer. L'échec les oblige à insister, à se diviser, à affiner la technique. Mais il oblige aussi les antilopes à s'améliorer. Ainsi, les deux extrémités de la chaîne alimentaire se perfectionnent mutuellement. Cependant, bien qu'elles aient réussi à survivre un jour de plus, la chaleur accablante de la savane décline et la nuit peint tout le lieu de noir. Dans chaque recoin, le danger réside, d'autant plus lorsque les chasseurs qui dominent l'obscurité commencent leur ronde. Les lions, adaptés au milieu nocturne depuis des millénaires, ajustent leur comportement à la chute du soleil, car ils ne tuent pas seulement à la lumière du jour. Dans leurs yeux se déploie un atout évolutif décisif, une couche réfléchissante connue sous le nom de tapetum lucidum, qui amplifie la vision avec très peu de lumière, renvoyant à la rétine la moindre clarté ayant pénétré l'œil. Grâce à cette structure, ils distinguent des mouvements dans la pénombre qui passent inaperçus pour d'autres espèces.
Leur pelage, aux teintes fauves, se confond avec la terre sèche. Leur démarche est silencieuse, leur respiration contrôlée, leur énergie, conservée durant le jour, s'active avec précision à la tombée de la nuit. La savane ne dort pas, mais elle baisse la voix. Dans ce murmure presque imperceptible, ils avancent. Les lions se déplacent en groupe vers la chasse nocturne, progressant avec un ordre invisible qui ne répond pas à des hiérarchies rigides, mais à une intuition partagée. Les femelles mènent la chasse. Ce sont elles qui tracent la route, choisissent le flanc le plus faible, se séparent sans perdre le contact. Il n'y a pas de précipitation. Chaque mouvement est calculé pour ne pas alerter la cible. Au loin, parmi les broussailles, un groupe d'antilopes se repose. Ce sont des animaux nerveux habitués aux pertes. Chaque nuit, l'un d'eux ne se réveille pas, et les lions le savent très bien. Le dernier à se réveiller sera un repas assuré. La stratégie ne tolère aucun échec. Les lions doivent s'approcher suffisamment sans être détectés, attendre le signal d'attaque, isoler un individu et refermer le cercle. Et c'est ce qui se produit. La victime panique, mais c'est exactement ce que ces chasseurs attendent, la dispersion. Les surprendre au dépourvu, sans direction claire ou courir. À présent, chaque membre de la troupe choisit sa proie. L'un des lions fixe son attention sur une victime unique. La créature court pour sa vie. Lorsqu'elle croit s'être libérée du monstre qui la traque, il est trop tard. Le lion lui donne une mort rapide pour commencer son festin sans résistance. Les autres réussissent également leur chasse, terrassant l'une après l'autre leurs victimes avec la brutalité qu'exige la survie dans ces terres. En quelques heures, ils remplissent leurs estomacs et laissent derrière eux la scène la plus sanglante. Lorsque les lions ont terminé de mettre en pièces leurs victimes et que leurs estomacs débordent, à l'aube, la scène change de maître. C'est une matinée torride. Mais cela n'est pas un obstacle pour se nourrir, car c'est alors que les charognards réclament leur part dans cette fête sanguinaire. L'odeur de la mort se propage avec le vent, portant avec elle la promesse de viande facile à plusieurs kilomètres. À présent, hyènes et vautours profitent des restes déchiquetés par les lions. Ils se jettent sur la charogne avec une rapidité et une voracité telles que chaque morceau semble être le dernier qu'ils verront avant longtemps. De nombreuses hyènes font irruption sur la scène, ruinant l'instant que les vautours attendaient depuis les cieux. Et bien que le risque d'une puissante mâchoire soit élevé, ces oiseaux charognards ne peuvent s'empêcher de descendre, jouant leur dernière carte pour une bouchée de plus. En moyenne, pas moins de 20 vautours peuvent rôder autour des cadavres éparpillés sur la savane, se groupant autour des corps ouverts comme une marée sombre. À leur tour, des clans de 10 à 20 hyènes se ruent sur les restes, disputant avec fureur chaque morceau. Les hiérarchies parmi ces charognards sont claires, mais non moins brutales. Les plus forts mangent en premier, et les faibles, s'ils survivent, doivent se contenter de ce qui reste. Cette conduite, loin d'être un simple choix opportuniste, répond à une stratégie évolutive affinée par des siècles d'adaptation à un environnement impitoyable. Dans des écosystèmes où la compétition pour chasser des proies vivantes est féroce et où les grands prédateurs dominent les routes de chasse, tirer parti des restes est devenu une voie sûre et efficace pour obtenir de la nourriture. Pour les vautours et les hyènes, s'aventurer seul contre de grands herbivores ou contre des chasseurs expérimentés supposerait une dépense physique et un danger mortel. Au contraire, ronger la chair putréfiée et consommer les restes abandonnés minimise l'exposition au risque. Les vautours, créatures qui se sont forgées pendant des siècles dans l'ombre des conflits, ont développé un organisme capable de résister à ce qui serait du poison pour d'autres. Leur estomac, doté d'acides gastriques si puissants qu'ils peuvent dissoudre des bactéries mortelles telles que l'anthrax ou la salmonelle, leur permet de dévorer de la viande en décomposition sans succomber aux toxines. Cette adaptation leur a garanti une place indispensable dans l'écosystème, agissant comme les fossoyeurs naturels de la savane. Sur la charogne, cependant, rien n'est garanti. Ce qui, un instant auparavant, appartenait aux charognards des airs peut bientôt attirer le regard des véritables propriétaires des proies. Parfois, les lions laissent les vautours se partager les restes et cèdent même la charogne aux hyènes, non par faiblesse mais par calcul. Il est parfois préférable de laisser les bêtes se rassasier et se disperser plutôt que de risquer une poursuite prolongée qui pourrait trahir leur déplacement. Mais l'orgueil du lion est obstiné.
Tôt ou tard, il revient sur le lieu du carnage, attiré non tant par la nourriture que par le principe ancestral de domination. Lorsqu'il le fait, ni les vautours ni les hyènes ne résistent. Cette domination, pourtant, n'est pas toujours absolue. Dans cet environnement sans trêve, le lion doit coexister avec les hyènes, l'une des créatures les plus dangereuses de la savane. Un carnivore qui, isolé, serait facilement réduit. Mais en nombre, il a la capacité de défier les groupes de lions sans aucune peur, mais avec une collaboration et une prudence extrême. Ces rencontres ne sont ni sporadiques ni accidentelles, mais font partie d'une lutte continue pour les mêmes ressources. Un combat dans lequel chaque espèce surveille les pas de l'autre, guettant les faiblesses et réagissant avec précision dès que l'occasion se présente. Dans ce scénario, la force brute des lions ne suffit pas toujours face à l'organisation et à la persistance des hyènes, dont l'avantage réside non dans l'individu, mais dans le collectif. Les hyènes ne sont pas un simple animal dans la hiérarchie des forêts et des savanes, car elles ont évolué pour affronter tout type d'animal qui ose les défier. Leur anatomie est le résultat de millions d'années d'adaptation à la compétition la plus féroce du règne animal. Elles possèdent des mâchoires capables de broyer les os avec facilité, et un système digestif si efficace qu'elles peuvent presque tout digérer, incluant peau, sabots et tendons. Leurs sens sont finement calibrés pour la survie. Un odorat aigu, une ouïe sensible à des fréquences que d'autres prédateurs ne perçoivent pas, et une vision adaptée au jour comme à la nuit. Ce sont des animaux sociaux, et leur structure de clan, dominée par les femelles, leur permet de s'organiser avec précision pendant la chasse ou lorsqu'elles disputent une carcasse. Chaque mouvement collectif est régi par des hiérarchies fermes et des rôles bien définis, ce qui réduit la marge d'erreur. Cette suprématie féminine n'est pas fortuite. Les femelles sont plus grandes, plus agressives, et possèdent des niveaux supérieurs de testostérone que les mâles, ce qui leur confère une autorité naturelle au sein du groupe et les transforme en noyau autour duquel pivote la structure sociale. Cette combinaison de force, d'intelligence et de coopération leur a permis de défier celui que beaucoup considèrent comme le roi de la jungle, le lion, et parfois de le vaincre. Car dans les territoires où ils coexistent, la souveraineté ne s'impose pas par titre, mais par résistance quotidienne. Dans ces affrontements, la force brute des lions n'est pas toujours suffisante face à la coordination et à la persévérance des hyènes, dont l'avantage ne réside pas dans la supériorité individuelle, mais dans la force collective. Elles connaissent le comportement des lions, leur routine et la manière dont ils mettent en pièces leur proie, laissant derrière eux de grandes quantités de nourriture sans surveillance. La hyène décide de suivre à distance, attend son occasion pour obtenir le festin gratuit et mesure avec précision le moment d'intervenir. Lorsque le vent tourne, lorsqu'un rugissement s'éteint ou lorsque les yeux des lions se fixent dans une autre direction, les hyènes avancent. Elles ne réussissent pas toujours leur entreprise, mais leur instinct opportuniste les oblige à tenter encore et encore. Le revirement inattendu se produit lorsque les lions perçoivent tôt cette présence indésirable et les hyènes n'ont plus d'autre choix. Elles doivent riposter. Elles n'attaquent pas aussitôt. Elles encerclent l'adversaire, gardent une distance prudente et émettent des vocalisations qui gagnent en intensité, à la fois pour se coordonner et pour provoquer leur rival. La tactique la plus courante consiste à alterner des attaques éclairs et de brèves retraites, une forme de harcèlement constant qui épuise le lion physiquement et mentalement. Si le félin parvient à asséner un coup de griffe ou à mordre l'une de ses assaillantes, les hyènes reculent, mais seulement un instant. Le groupe ne se disperse jamais. Au contraire, cette résistance renforce leur détermination. Elles savent pertinemment qu'ensemble, elles ont une chance face à leur ennemi. Lorsque les conditions s'y prêtent, absence d'autres lions à proximité et clans nombreux et affamés, les observations confirment que les hyènes ont parfois réussi à tuer des lions adultes, surtout des femelles et des mâles jeunes. Cette tension permanente a poussé les lions à adopter des conduites préventives. Il n'est pas rare que, trouvant un terrier sans protection, les lions massacrent les lionceaux hyènes. Ils ne le font ni par faim, ni par simple agressivité. Ils agissent ainsi parce qu'ils reconnaissent le danger que représente le fait de laisser en vie un ennemi en formation. Un seul petit qui atteindrait l'âge adulte, dans le contexte d'un clan en expansion,
pourraient se transformer en éléments d'une force capable de menacer leurs propres descendants. L'élimination de ces petits est donc une stratégie de confinement, une manière crue et directe d'interrompre la chaîne qui pourrait aboutir à de futures pertes au sein de leurs propres troupes. Loin du calme tendu des eaux, l'étendue ouverte devient un autre champ de bataille où la lutte pour la survie se livre avec la même implacabilité. En quittant les confins liquides où crocodiles et hippopotames fixent leurs frontières, on découvre un théâtre tout aussi hostile, les vastes plaines de la savane. Chaque saison sèche traîne son lot de défis. La terre se craquelle, les pâturages se raréfient et les animaux doivent affronter non seulement la disette, mais aussi la menace constante de prédateurs tels que les lions qui guettent les plus faibles ou les traînards. Pourtant, dans cette immensité sans limite claire, la nature suit une loi immuable. Seuls les mieux adaptés atteindront les points d'eau au-delà de l'horizon fissuré. C'est dans ce décor inhospitalier que débutent les grandes migrations. Des centaines de milliers de zèbres se rassemblent en groupes compacts, conscients que seuls leurs déplacements leur permettront de trouver pâturage et abreuvoir indispensables. On estime que lors d'une migration massive, plus de 300 000 zèbres parcourent les plaines d'Afrique orientale, suivant un schéma ancestral resté intact au fil des générations. Kilomètre après kilomètre, ils avancent en colonne qui, vue de loin, semble sans fin. Chaque journée représente un défi, épuisement, faim, prédateurs en maraude et nécessité constante de surveiller les mouvements du troupeau. Dans ce mouvement implacable, les petits zèbres reçoivent leur première leçon brutale de survie. Dès qu'ils ont assez de force dans les jambes, les jeunes pratiquent les stratégies de fuite. Ils s'éloignent un instant de leur mère pour courir entre leurs congénères, répétant esquives, ruades et échappées. Ils frappent l'air de leurs sabots, tournent brusquement et tentent d'anticiper les mouvements du milieu. Ces exercices, loin d'être des jeux, sont une préparation instinctive pour l'instant où les prédateurs surgissent sans avertissement, moment où l'échec équivaut à la mort. Au loin, en meute, les prédateurs observent sans hâte. Attaquer maintenant serait inutile. Tous fuiraient et le festin serait insuffisant pour la meute affamée. Ils choisissent de conserver leur énergie, attendant que la chaleur s'accentue quand les proies, épuisées, seront contraintes de relâcher leur vigilance. Pendant que les migrations dessinent dans la savane un tableau de mouvements permanents et de tension, les grands félins contemplent le passage de la vie avec une sérénité presque immuable, contraste frappant avec l'énergie qu'ils déploient durant l'action. Tout au long de la journée, leur routine se résume à de longues siestes, pouvant durer entre 16 et 20 heures. Ces périodes de repos sont cruciales. Elles permettent aux félins de récupérer après les chasses intenses et la surveillance de vastes territoires. Cependant, le lion n'est pas un animal de repos exclusif. Quand il s'éveille, c'est avec une agilité fulgurante, prêt à reprendre son rôle de chasseur sans la moindre hésitation. La transition du repos à la chasse est aussi naturelle que le simple fait de respirer, soulignant l'extraordinaire faculté d'adaptation de l'espèce. Chasser, bien que puissant, exige des efforts considérables. Après ces longues plages de quiétude, vient inévitablement le moment d'abandonner la torpeur et de se lancer dans l'activité la plus décisive de son existence, la chasse. Il peut passer des heures à traquer sa proie, avançant furtivement sous le couvert de l'obscurité ou le feu du jour, adaptant sa stratégie au terrain et aux conditions. Parfois, cette traque s'étire jusqu'à 4 heures, couvrant plus de 10 km. Ce processus réclame non seulement une grande endurance physique, mais aussi un sens affûté de la patience et de la ruse. Ce qui surprend toutefois, c'est la capacité du lion à conserver son orientation durant ces longues courses. Alors que bien des animaux se perdraient en route, les lions semblent posséder une mémoire spatiale exceptionnelle, leur permettant de retourner au point de départ sans se désorienter, comme s'ils savaient en permanence exactement où ils se trouvent. Mais la vie du lion ne se résout pas toujours par griffes et discrétion. Il est des moments où son autorité s'exerce par la seule force de sa voix. Le lion, fier maître de son domaine, avertit d'un rugissement tous ceux qui l'entendent qu'il règne ici, non seulement pour les autres espèces, mais aussi pour les siens. Sous la lumière diffuse de l'aube, sa voix déchire la broussaille desséchée, parcourant les vastes étendues de la savane et traçant une frontière invisible que rares sont ceux qui oseraient en franchir. Ce n'est pas un simple rugissement,
mais une séquence calculée. Le premier frappe avec une violence sonore inégalable, suivi d'autres, plus brefs mais tout aussi puissants, jusqu'à ce que la gorge du félin ne lui permette plus qu'un ultime écho grave qui s'éteint au loin. Le rugissement s'entend à plus de 8 km, traversant l'étendue plane, dépourvue d'arbres hauts mais couverte d'herbes basses, permettant au son de voyager sans obstacle. Zèbres, antilopes et chacals, sans même l'apercevoir, savent que la présence du lion est imminente. Ce rugissement n'intimide pas seulement les proies, il rappelle aussi aux autres lions que le territoire est déjà revendiqué. Dans sa routine nocturne, le lion patrouille les confins de son domaine, accompagné des lionnes qui, en plus de chasser, veillent aux frontières invisibles séparant leur royaume de celui des groupes rivaux. Durant ces incursions, il est courant que le mâle principal fasse entendre son appel, renforçant sa présence face aux intrus. Si une troupe ennemie répond, l'échange de rugissements peut durer de longues minutes, une confrontation sonore qui se conclut rarement par un combat physique, mais qui établit hiérarchies et distances avec la précision d'une frontière marquée au fer. Ce langage guttural a aussi un sens pratique. Il permet de localiser les membres dispersés de la troupe. Dans un environnement aussi hostile que la savane, où les rencontres avec d'autres prédateurs sont constantes, rester en contact est une question de survie. La puissance de la voix d'un lion adulte ne transmet pas seulement la force. Elle impose aussi l'ordre et le sentiment d'appartenance, rappelant à chaque membre où est sa place dans la structure sociale et à tout étranger quelle sera la sanction s'il défie cette loi. Alors que les lions s'éloignent après leur chasse nocturne, laissant derrière eux un silence entêtant et une odeur épaisse de sang, le ciel de la savane reprend ses droits. Tout n'appartient pas à la terre dans ce paysage. Au-dessus des plaines infinies, d'autres silhouettes glissent avec adresse et discrétion, plus agiles, plus méthodiques, plus mortelles, les aigles. Ils dominent les cieux avec une envergure pouvant atteindre 2,6 mètres d'une aile à l'autre. De là-haut, leurs yeux scrutent la distance avec une précision qu'aucun autre prédateur ne possède. Ils voient ce que les autres ne perçoivent pas. Un léger frémissement dans l'herbe, un éclat de pelage au soleil, et l'occasion se présente déjà. Un jeune antilope, désorienté à la traîne de son groupe, se déplace sans but au milieu de la prairie. La distance qui le sépare du salut est désormais une sentence. Depuis les hauteurs, l'aigle replie ses ailes, laisse la gravité faire son œuvre et, dans une chute rapide et contrôlée, plonge comme une ombre vivante. Aucun avertissement ni échappatoire possible. Les serres, longues, courbes et acérées, transpercent chair et muscles avec une force colossale. La proie résiste à peine, quelques convulsions avant que tout ne s'éteigne. Mais l'ouvrage du rapace ne s'arrête pas là. Il sait que cet antilope, quoique plus léger qu'un adulte, reste trop volumineux pour être transporté en un seul morceau jusqu'au nid. Avec méthode, il commence à le déchiqueter, séparant des fragments de chair fraîche qu'il emportera un à un entre ses serres et son bec. Au fait d'un arbre solitaire, où le vent n'effleure que les feuilles les plus hautes, un nid de branches sèches abrite sa progéniture, un duvet grisâtre, un regard encore maladroit, l'aigle dépose la viande avec soin, nourrissant d'abord son petit avant de se rassasier. Ce ne sont ni vers ni insectes que reçoit l'oisillon, mais de la chair chaude, encore gorgée de sang. L'assurance d'un développement qui, dans quelques mois, lui permettra de régner sur ce même ciel. Alors que les rapaces s'élèvent au loin et que la calme semble momentanément s'installer, la vie au sol poursuit sa cadence. Ce qui fut pour un prédateur ailé une journée fructueuse n'est pour d'autres qu'une simple pause dans leur quête perpétuelle. Sous les mêmes ramures desséchées et le long des pistes poussiéreuses se glissent des ombres plus petites et rusées, les chacals. Opportunistes accomplis, ils arpentent les environs du théâtre de la chasse céleste. Leurs sens, toujours en éveil, les guident vers toute source potentielle de nourriture, qu'il s'agisse d'un animal fraîchement abattu ou de restes oubliés après une querelle de charognards. Les chacals tiennent une place discrète mais essentielle. Jamais ils ne défieront frontalement un lion ni aucun prédateur de taille supérieure, mais leur succès se fonde sur le calcul et l'attente. Tandis que d'autres se reposent ou se dispersent rassasiés, ces canidés entament leur besogne,
Leur activité commence aux premières lueurs de l'aube et se prolonge jusqu'aux dernières lueurs du crépuscule, s'adaptant au moment où les risques diminuent. Ils suivent de près les pistes des grands prédateurs, attentifs aux traces de sang, aux restes d'un festin inachevé ou aux signes d'un affrontement récent. Leur régime est varié. Ils chassent rongeurs, oiseaux, reptiles et jeunes antilopes, mais leur véritable spécialité réside dans l'art de prendre sans s'exposer. Lorsqu'une bande de hyènes abandonne une carcasse après l'avoir dévorée jusqu'à l'os, les chacals s'approchent furtivement, évitant les morceaux trop gros, se focalisant sur les tissus tendres, les viscères, cartilages et tendons délaissés. Il n'est pas rare de les voir se disputer une parcelle minuscule, chacun déterminé à obtenir sa part avant que les charognards ailés ne fondent en masse. Bien qu'ils n'aient ni la taille ni la force des grands prédateurs, les chacals ont perfectionné l'aptitude à vivre des restes, jouant un rôle crucial dans l'assainissement de l'écosystème. Là où subsistent lambeaux de chair et fragments d'os, ils consomment tout ce qui peut l'être encore, réduisant ainsi les foyers de maladies et fermant le cycle de la matière organique. La savane conserve son équilibre, et les chacals, invisibles pour un regard distrait, poursuivent leur survie silencieuse sous le même ciel où planent aigles et vautours. Lorsque l'activité terrestre paraît s'apaiser, un autre chasseur se déplace, solitaire, sur l'immense savane. Au loin, une ombre avance avec la précision calculée des chacals, mais avec une intention différente. C'est un félin qui, à la différence des lions, chasse seul. Le léopard n'a besoin ni de grandes troupes ni de stratégie collective. À force de pratique et d'erreurs, il est devenu perfectionniste dans l'art de la prédation. Dans un milieu où les lions dominent en meute et les hyènes se rassemblent en clans voraces, la solitude devient un atout. Elle lui évite les confrontations, réduit la concurrence et accroît ses chances de subsister dans un écosystème brutal où les forts se nourrissent des faibles et où les distraits disparaissent. Même entre semblables, les léopards gardent leur distance. Point de clan ni d'alliance. Créatures réservées, ils défendent farouchement leur domaine et ne se tolèrent qu'au moment de la reproduction ou lorsqu'une femelle protège ses petits. Affamé et prêt à l'action, le léopard pose maintenant son regard sur une nouvelle victime, un babouin. Bien que les babouins soient réputés pour leur agressivité et disposent de multiples défenses, cela ne représente guère un danger pour le félin, prêt à tout pour se nourrir un jour de plus. Ses mouvements lents passent inaperçus parmi la végétation, d'autant plus grâce à son pelage qui se confond avec l'herbe jaunie de la savane. Ses yeux, pupilles grandes ouvertes, captent la moindre oscillation même sous une lumière faible, lui offrant un avantage mortel lorsqu'il traque entre les hautes herbes. Lorsque le babouin réalise la menace, il est trop tard. La chasse commence et le léopard est résolu à tuer. Le primate se débat, mais il n'est pas de taille face à un félin capable d'atteindre plus de 50 km/h sur de courtes distances. Il le saisit avec succès et, sans hésiter, plante ses crocs acérés dans la jugulaire du primate. La troupe de babouins assiste, horrifiée, à la scène. L'un d'entre eux alerte les autres pour qu'ils s'éloignent, tandis que le félin, ignorant les cris, emporte fièrement sa proie. Lui et ses petits seront rassasiés pour un jour de plus. Quand la dernière lueur se fond à l'horizon et que la température chute brutalement, la savane revêt un autre visage. Les ombres s'allongent et le silence se fait lourd, rompu seulement par les plaintes lointaines d'animaux qui n'ont pas survécu au crépuscule. Le léopard, portant le poids de sa prise, se retire vers les zones plus denses, en buissons et arbres épars. Là, sur les branches hautes, il cache son butin, à l'abri des charognards nocturnes qui errent comme des spectres dans les herbes. Ces refuges élevés abritent aussi ses petits, dissimulés, vulnérables dans une obscurité que d'autres chasseurs dominent. La nuit du léopard se mue en veille incessante. Il ne dort jamais profondément. Ses sens restent en alerte, tendus, attentifs aux dangers rôdant dans la pénombre. Les hyènes, obstinées et nombreuses, peuvent suivre la trace sanguine jusqu'aux arbres. Incapables de grimper, elles patientent des heures au pied des troncs, forçant le félin à rester sur ses gardes. D'autres léopards, plus jeunes ou affamés, représentent eux aussi une menace. Dans ce monde sans repos, l'obscurité n'offre pas un véritable refuge, seulement une fragile trêve avant la prochaine poursuite, avant le combat suivant pour la vie.
Ainsi, sous la pâle lumière de la lune et les lamentations de la faune nocturne, la savane sauvage respire. Un territoire où la vie se nourrit de mort, où chaque créature, du plus insignifiant des insectes au chasseur suprême, occupe sa place dans une chaîne qui ne tolère aucune erreur. La chute d'une antilope permettra à une lionne de nourrir ses lionceaux. La carcasse d'un vieux buffle servira de festin aux vautours et aux chacals, et ses os blanchis fertiliseront la terre qui, lorsque reviendront les pluies, engendrera un nouvel océan d'herbe. Rien ne se perd, tout se transforme, tout revient. La savane n'est pas un paradis, c'est une machine implacable de survie. La mort de l'un assure la vie de l'autre. La sécheresse emporte des corps desséchés. Les pluies font surgir l'herbe fraîche qui soutiendra de futures migrations. Chaque naissance porte en elle une condamnation. Chaque vie s'achète à grand prix. Ici, même l'air semble scellé par le sang. Le cycle est perpétuel, brutal, inébranlable. Seuls les plus impitoyables, les plus résistants, les plus rusés verront un autre lever de soleil.